Qu'est-ce que c'est la viande? Ouais, d'abord, merci de m'avoir invité pour parler de ce sujet. Bon, il n'y a pas de définition très compliquée. La viande, c'est un aliment. C'est tout. Donc, c'est un aliment. Il a les caractéristiques d'un aliment. Je donnerai la définition que Jean Trémolière en donnait quand il écrivait sur l'alimentation. C'était un des grands nutritionnistes français des années 60-80. Il disait: un aliment est une denrée alimentaire comestible, nourrissante, appétante et coutumière. Et je crois que quand on a dit ces trois adjectifs, on a donné ces trois adjectifs, mais on a résumé ce que c'est qu'est un aliment. Et la viande est un aliment, puisque la viande est comestible, ne fait pas partie des aliments non comestibles. Donc, C'est qui nourrit, on a alors, envie non de seulement manger. voilà, comestible, c'est pas un poison, hein, c'est la première chose. Les poisons ne sont pas des aliments, donc elle est comestible. Elle est nourrissante, donc elle apporte des nutriments. Et donc, c'est la finalité première d'un aliment, c'est d'apporter des nutriments. Alors, ces nutriments, on reviendra dessus après et on les donnera. Mais voilà, donc quelque chose qui ne serait pas nourrissant. L'eau est nourrissante parce qu'elle apporte de l'eau, hein. Un aliment qui serait vide de nutriments n'en serait pas un. Elle est appétante, c'est-à-dire qu'elle fait partie des aliments qui procurent du plaisir, de l'appétit, hein, l'envie de manger. Voilà. Euh, on ferait une comparaison avec un médicament qui, lui, serait un poison, avec un complément alimentaire qui serait, lui, pas appétant. Il n'y a pas d'appétit à manger un complément alimentaire. Et puis elle est coutumière, donc elle fait partie des coutumes partagées, hein. C'est quelque chose qui appartient à notre culture, notre patrimoine, et elle est partagée, elle est mangée avec d'autres, elle s'inscrit dans nos traditions. Là, il y a des traditions alimentaires qui n'ont pas cette coutume. Ah ben, c'est très bien, il y a des traditions alimentaires qui ont cette coutume. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. La viande est un aliment, point à la ligne, et donc il est mangeable. Qu'est-ce qu'on peut en dire? La viande, c'est le premier aliment de l'humanité? Bah, je ne sais pas trop parce que les paléontologues et les hommes qui travaillent sur toutes ces questions de la préhistoire nous enseignent que selon les époques, l'homme était plus ou moins consommateur de viande, mais vraisemblablement, il a été charognard, il a été chasseur sûrement, parce que ça faisait partie des aliments au Paléolithique qui étaient disponibles à une époque où l'élevage, la culture n'existait pas. Donc l'homme pendant longtemps mangeait ce qu'il trouvait, ce qu'il ramassait, il était charognard, ce qu'il chassait, ce qu'il cueillait. On estime en général que on avait une consommation carnée assez importante, mais qui devait sans doute être fluctuante, puisque ça dépendait aussi des saisons et des disponibilités alimentaires. Les choses se sont améliorées le jour où l'homme a pu cuire les aliments, puis les conserver. Et donc il a pu commencer à réguler un peu mieux ses apports alimentaires, et puis ensuite elles ont été beaucoup modulées par le fait que l'élevage a permis de réguler un peu les apports, que ce soit moins fluctuant. La culture a permis d'avoir aussi d'autres aliments qui sont arrivés par le biais de l'agriculture dans notre assiette et pas uniquement la cueillette. Grosso modo, vraisemblablement ensuite, selon la richesse des aliments disponibles, selon la richesse aussi des populations, l'homme a été plus ou moins mangeur de viande, mais ça a été quand même pratiquement toujours un aliment de la plupart des cultures, hein, même s'il y a des cultures qui ont été vraiment à dominante végétarienne. Mais même, j'allais dire autrefois, il y a eu sans doute un végétarisme naturel, mais qui était plus de nécessité. Chaque fois que les gens avaient un peu d'argent, bah, ils achetaient un peu de viande pour remettre un petit peu. C'est sans doute un mode alimentaire qui est plus satisfaisant que le nôtre. Parce que nous, on est arrivé à ce que la viande soit devenue le plat principal, et en dehors de la viande, point de salut. Et quand vous allez au restaurant, on vous dit quelle viande vous voulez, et puis la garniture, c'est que de la garniture, c'est quasiment de la décoration. Tout à fait. Donc voilà. Alors après, au Moyen-Âge, eh bien, ça a dépendu des disponibilités qui étaient aussi en fonction de la population. Quand la population était pauvre, était rare, pardon, était peu abondante parce qu'il y a eu des épidémies, la peste, Vous etc. évoquiez la peste hier, on en discutait Voilà, hier. voilà. Bien, il y avait La peste du pas XIII, beaucoup du de XIVe population, siècle. beaucoup de surface d'élevage, et donc la consommation de viande a pu être à certaines périodes du Moyen Âge extrêmement importante.
les gens pouvaient consommer jusqu'à 1 kg, 1,5 kg de nourriture, de viande par jour. Ce qui n'était pas forcément une bonne chose, mais c'était comme ça. Puis après, la population est devenue plus importante, la stabulation n'était pas encore là, eh bien, les pauvres n'avaient plus accès à la viande. On peut dire que du début du 19e jusqu'à la fin du 20e à peu près, la consommation de viande a été que croissante, alors qu'avant elle avait été fluctuante. Là, elle était que croissante, mais on était parti de très bas. Hein. On est parti de combien et on est où aujourd'hui? Ça dépend comment on compte, parce que les statistiques, il faut faire attention. Si on parle de la consommation apparente, c'est-à-dire la consommation calculée par les économistes sur production, plus importation, moins exportation, moins ce qui est donné aux animaux. Alors à l'époque, les animaux, les pet foods étaient pas importants. On est passé de 20 kilos par an et par personne. Les pet foods, c'est l'alimentation de pour les chiens, animaux, aux chats, les voilà. animaux domestiques. Okay. Donc là, ça a pris une part assez importante dans l'alimentation, dans l'économie. Donc on est parti à peu près de 20 kilos par an et par personne au début du 19e siècle pour atteindre 100, 110 kilos par an et par personne à la fin du XXe siècle à peu près. Donc on a et avec une relation inverse avec la consommation de pain, par exemple. Du temps de Napoléon, on consommait jusque 2 kilos, voire plus, de pain par jour. Aujourd'hui, c'est devenu peau de chagrin. Voilà, donc fin du XXe siècle, on arrive à des chiffres qui sont alors poids carcasse, consommation apparente, chiffre des économistes, aux alentours de 100-110 kilos par an et par personne. Ce qui n'est pas ce qui est mangé. Ce qui est mangé, c'est beaucoup moins. Hein, parce qu'il y a les pertes, d'abord, c'est des poids carcasse, donc c'est le poids de la bête, hein, qui a été juste paré au moment à l'abattoir. Et mais après, il y a toutes les pertes entre l'abattoir et puis votre assiette, et puis alors après votre estomac, parce que ce qu'il y a dans l'assiette, c'est pas ce que vous mangez, c'est ce qui va dans votre estomac. Il y a encore des pertes. Enfin, on est arrivé à peu près en France, aujourd'hui, aux alentours de 100-120 grammes de viande par jour et par personne, réellement consommée. Toujours nos 110-120 grammes par jour, par rapport aux recommandations d'apport en protéines, comment on se situe? Est-ce que c'est trop, pas assez? On ne peut pas répondre à la question. Pourquoi? On ne peut pas répondre parce qu'on n'a pas de besoin de viande, on a des besoins de protéines. Alors, est-ce que ça couvre nos besoins de protéines? Bah non, ça ne couvre pas. Ça couvre pas parce que 100 grammes de viande, ça fait 20 grammes de protéines. 120 grammes, ça fait 25 grammes. Hein, et nous avons des besoins à peu près, selon votre âge, votre sexe, votre poids, enfin bon, en gros, 80 grammes de protéines par jour. Donc on voit bien qu'elle ne suffit pas à elle toute seule, mais c'est une contribution importante. Non négligeable. Ceci étant, on peut lui faire dire n'importe quoi, parce qu'on peut dire, bah oui, 80 grammes, donc si j'en mange 2 fois par jour, 100 grammes, ça fait 200, donc 200, ça fait 40, 40, ça fait la moitié, donc tout va bien. Bah non. On peut très bien satisfaire ses besoins en protéines en mangeant de la viande 1 fois par jour, bien sûr. On pourrait même les satisfaire en mangeant moins d'1 fois par jour. On pourrait aussi les satisfaire en mangeant 0 fois par jour. Mais attention, si on la supprime, pas de problème, il faut la remplacer. Mais le style alimentaire, c'est très important. Qu'est-ce que vous voulez dire par style alimentaire? Quand vous mangez de la viande, et surtout quand vous en mangez beaucoup, et peut-être quand vous en mangez plus grillé ou voilà, eh bien vous n'êtes pas le même mangeur que celui qui en mange occasionnellement, bouilli, mijoté, ou quand vous avez une culture qui vous conduit à utiliser plus de légumes, plus d'aliments, plus de variétés. Et donc on s'est beaucoup intéressé au style alimentaire, ce qu'on appelle en anglais les patterns, hein, qui font qu'on a parfois du mal à séparer, et c'est important, ce qui revient à la viande elle-même et finalement au mode alimentaire global. Et vraisemblablement, le mode alimentaire global est plus important encore que l'aliment lui-même, sauf à dire que je mangerai beaucoup de légumes, mais aussi beaucoup de viande, et aussi je la ferai toujours griller, etc. Autrement dit, si vous avez cru comprendre qu'il fallait manger 3 carottes pour vous exonérer des inconvénients de la viande et que vous continuez à être un gros mangeur de viande rouge grillée au barbecue, bon, vous n'avez pas compris quoi.
Alors, vous préconiseriez finalement comme mode de vie alimentaire, enfin on l'a compris, la variété Oui, bien et une sûr, consommation modérée, tout à fait. une variété viande et autres aliments, une variété dans les viandes, une variété dans les modes de cuisson. C'est Ouais. vraiment pour vous la pierre angulaire d'une bonne alimentation. Il y a plein de façons d'avoir une bonne alimentation. Il n'y a pas une façon unique. C'est là où tous les chemins mènent à Rome. On est à Milan, et tous les chemins mènent à Rome, donc on peut y arriver par de nombreuses voies. Et il ne faudrait pas rentrer dans un nouveau dogmatisme alimentaire. On dirait faites comme ci, faites comme ça, pas autrement, sortez pas des chemins, des sentiers battus. Ce serait un peu pénible, hein, parce que la diversité des cultures alimentaires est telle qu'on n'a pas, nous, à dire c'est nous, notre bon mode alimentaire, ou le néo-mode alimentaire que j'ai inventé est un bon mode alimentaire. On pourrait tout juste évoquer le fait que le mode alimentaire méditerranéen est quand même, alors on est en Italie, est considéré comme un mode alimentaire qui a beaucoup de vertus. Beaucoup de vertus, c'est indéniable. Mais Alors, toute la planète n'est pas autour de la Méditerranée. pour faire un raccourci, qui n'est peut-être pas intellectuellement correct, mais entre l'impact carbone de l'élevage. C'est une réalité? Bah, je crois que c'est une notion extrêmement importante à ne pas oublier parce que on vit sur une planète unique qu'il faut préserver, respecter et on ne peut pas en négliger, j'allais dire, l'espérance de vie et La limitation des ressources. voilà, la limitation des ressources. Et donc, depuis longtemps, et c'était d'ailleurs l'objet le propos essentiel de mon premier livre, Manger autrement, en 83, c'était de dire, attendez, faites attention, gaspillage de protéines, c'est aussi gaspiller des terres agricoles. Et donc, faisons attention à ne pas devenir trop carnés nous-mêmes, ne pas non plus le transposer à l'extérieur, parce que quand même, pour produire une protéine animale, il en faut 4 à 8 ou 10 pour protéines végétales. Et donc, si on peut aller directement à la protéine végétale, ce ne serait pas si mal que ça. Donc, première alternative, c'est consommer directement les protéines végétales. Deuxième alternative, c'est de consommer moins de viande. Les deux sont compatibles, bien entendu. Alors, cette approche est juste. Je ne suis pas un spécialiste de l'économie ni de l'écologie, mais je pense qu'elle est juste. Elle est juste et je ne donnerai pas son emprise, mais on estime grosso modo que les pratiques alimentaires sont responsables peut-être de 10-15% de l'effet de serre et là-dessus peut-être 5%, et au total 5% peut-être les pratiques d'élevage, mais ça pourrait augmenter et puis tout est bienvenu pour épargner cet effet de serre. Est-ce que tout l'élevage est à mettre dans le même panier? Mais voilà. Ou est-ce que c'est pas un peu J'aime plus bien complexe? votre question parce que finalement, au plus on devient spécialiste d'une question, sauf si on est un militant assidu et coincé, ce qu'il faut éviter quand même, au plus on se rend compte que les choses sont toujours plus complexes qu'on imagine. Et c'est vrai que sur les pratiques d'élevage et sur le mode d'élevage, tout est différent. Entre une Salers ou une vache élevée dans Un feedlot voilà, quelque dans part un ailleurs. élevage intensif américain ou un porc élevé dans un élevage intensif néerlandais, parce que j'ai pris Ou exprès français. des exemples à l'étranger, mais bon, ça peut être français aussi. Tout à fait. Il y a quand même un monde. Parce que, tout le monde le sait, je ne suis pas non plus spécialiste, mais le pâturage a aussi un effet de retenir une partie du carbone, de stocker le carbone. Et il y a des zones où le pâturage est plutôt bienvenu, parce que c'est la seule façon de maintenir des territoires autrement qu'en friche. Je pense toutes les régions de bocage, mais aussi toutes les régions de semi-montagne ou de montagne, et c'est très bien, hein. Donc il y a sûrement des différences. Et globalement, en France, même s'il y a des intrants et des tourteaux qui sont utilisés dans l'élevage bovin,
ils sont beaucoup plus dans l'élevage porcin et puis de volaille. Et une grande partie de l'élevage bovin en France est quand même basée sur foin, pâturage, même s'il y a des tourteaux. Et donc, sans doute, devrions-nous aller vers des modes de consommation qui prennent en considération cet aspect-là, qui nous permettent peut-être aussi d'avoir des viandes de qualité, de terroir, qui font partie du respect d'un territoire, voilà, qui ont un certain sens. Hein. J'accorde beaucoup d'importance au sens des choses et de notre alimentation, plutôt que d'aller se baffrer à bouffer de la viande de mauvaise qualité qui viendrait d'élevage où voilà, on produit pour produire, quoi. Donc je pense qu'il faut apporter ces nuances. Alors, je vous propose de réagir là à la slide présentée maintenant. C'est une forme de nuance qui a pour principale motivation effectivement l'effet climatique qu'on pourrait associer à la consommation de viande. Je voulais vous demander votre réaction là-dessus. Oui, alors donc c'est l'idée de consommer donc le Free Monday, voilà, le mouvement Free Monday, de proposer un repas végétarien le lundi. Alors tout à l'heure vous faisiez porté par Paul McCartney, célèbre nutritionniste, célèbre nutritionniste. Vous me disiez. Oui, oui, chacun son métier. Bon, après tout, chacun est citoyen, donc il a quelque chose à dire, puisqu'on est tous des mangeurs. Donc c'est là où le champ de l'alimentation est un domaine universel. Et chacun a quelque chose à dire en matière d'alimentation, puisqu'on a une expérience, forcément. Donc c'est pas ultra choquant. Ce qui est choquant, c'est quand des gens discourent sur le métier qui n'est pas le leur, en simplifiant par exemple les questions d'alimentation et de santé. Mais bon, là, pourquoi pas. Tout à l'heure, vous disiez que j'avais effectivement, quand je suis rentré à Pasteur en 82, en 83, j'ai mis en place des menus végétariens que j'ai appelés menus alternatifs, pour ne pas les appeler végétariens, justement, qui étaient des menus... Brièvement, pourquoi ? Bien parce que je ne voulais pas qu'on dise « il faut être végétarien ». Moi, je ne suis pas favorable pour être végétarien. Je suis favorable pour manger végétarien de temps en temps. Être végétarien, c'est un statut où on se définirait. L'homme est omnivore. Alors, il y a des gens qui sont végétariens, c'est leur affaire, c'est très bien, j'ai rien contre. Ce qui me semble important, c'est manger végétarien de temps en temps, parce que voilà, on est omnivore, et donc manger végétarien de temps en temps comme une alternative. Et je ne voulais pas non plus les appeler des repas sans viande, parce que si vous prenez un steak frites et que vous retirez la viande, mais il vous reste les frites. Et bien, je suis désolé, c'est encore plus déséquilibré après qu'avant. Donc ce n'est pas un menu sans viande, ce n'est pas un menu végétarien pour les raisons que j'ai indiquées, c'est un menu alternatif, et nous le proposer au choix. Moi, j'accorde beaucoup d'importance au choix. Il faut que les gens soient responsables. Il faut que les gens disent, ben, moi j'ai envie. Il y a des jours où j'ai envie de manger de la viande parce que ça me plaît, parce que je mange avec mes copains, parce que c'est bon, parce que voilà, je me paye une belle entrecôte, et ben c'est très bien, ça fait partie, voilà, ça éveille en moi des sens, des rappels, des choses, et puis c'est de la viande de mon boucher, de mon agriculteur, etc., ça me plaît. Hein. Ça m'ennuie un petit peu que demain on dise, eh bien il y a tous les jours à la cantine, tous les lundis, bien sûr pas le vendredi, tous les lundis, obligatoirement dans les écoles, un menu végétarien. Eh bien non, moi je ne suis pas d'accord, parce que on n'a pas à légiférer sur l'alimentation. L'alimentation est un domaine qui est très... Il faut que les gens prennent conscience de l'importance de leur alimentation sur l'environnement, sur leur santé, c'est très important, c'est très bien, tout à fait favorable, mais qu'on n'impose pas, qu'on n'oblige pas, qu'on ne réglemente pas l'alimentation au risque d'avoir toutes sortes de déviations. Demain, d'être montré du doigt parce qu'on n'a pas mangé de la viande le lundi, on a mangé de la viande le lundi. Demain, d'être accusé parce qu'on a un mauvais mangeur, mauvais citoyen, mauvais malade. Alors, j'imagine que... Et ça, moi, je ne supporte pas. On constate chez les jeunes aujourd'hui un engouement pour le végétarisme, enfin ces différentes formes, ou le flexitarisme, ou le flexi-végétarisme. Je crois que c'est 20% des jeunes britanniques qui se déclarent végétariens et 15% des jeunes allemands.
C'est bien. Je ne sais pas quel est le cas en France. Oui, alors en France, non. Enfin, le flexi-végétarisme gagne du terrain en France et c'est plutôt bien, puisque ça va dans le sens d'aller vers cette diversité. Il n'y a pas que la viande, etc. C'est très bien. Je suis tout à fait pour. Par contre, le végétarisme en France grandit, mais connaît un faible écho. Je pense parce qu'on a un pays qui a un patrimoine culinaire et une relation à la nourriture qui est différente. D'accord. Hein, quels sont les mécanismes en action pour le développement de ces mouvements-là chez les jeunes ailleurs? Les mécanismes sont nombreux. Je pense qu'il y a une prise de conscience des questions environnementales, peut-être aussi ce qu'on appelle le bien-être animal, les questions de santé. Il y a aussi un refus aussi du complexe, alors je vais dire un gros mot, militaro-agroalimentaire. J'ai dit militaro exprès en premier pour montrer qu'il y a une espèce de refus de l'industrialisation de l'alimentation. De la médicalisation excessive aussi, c'est aussi des mouvements contre les antibiotiques, contre les vaccins, etc. Et donc là, j'adhère pas à cette globalisation des refus. Hein. La globalisation des refus m'ennuie un peu. Mais voilà, il peut y avoir aussi, je mets un petit peu les auditeurs en garde contre ça, je l'observe dans ma pratique médicale, un refus de la viande qui masque une entrée dans une maladie du comportement alimentaire peu grave qui s'appelle l'orthorexie, qui n'est pas un gros problème, mais plus grave qui est l'anorexie. Hein, des jeunes filles qui disent « moi, plus de viande », puis en fait, c'est pour masquer le fait qu'elles ont aussi refusé le gras, puis refusé le sucre, et la viande a bon dos, parce que c'est de bon ton aujourd'hui de dire qu'on ne mange pas de viande. On ne mange pas de lait, pas de viande, pas de gluten, pas de machin, etc. Hein, donc, il faut un petit peu être prudent par rapport à ça. Voilà, donc flexi-végétarisme, c'est ça. Ça ne me dérange pas. Ce qui m'ennuie plus, c'est voilà, le militantisme excessif. Ceci étant, les militants nous ont fait quand même avancer. Hein, les militants nous ont fait avancer sur des problématiques que beaucoup de personnes avaient peu pris en considération. Alors, dernière image. Autre élément un peu à la mode, le Frankenburger, enfin c'est le terme utilisé par la presse fut un temps, ou le lab burger, ou le steak né en éprouvette. Voilà, peut-être réexpliquer de quoi il s'agit. C'est un steak reconstitué à partir de cultures en laboratoire. Oui, c'est ça. Ils cultivent des myocytes, donc des cellules musculaires, hein, qui viennent d'animaux, et puis donc cultivées, tissées, ensuite mis ensemble, et puis reconstituées pour manger de la viande. Alors, on nous le promettait dans 10 ans, 15 ans. Il y a eu une dégustation, hein, pour vous réexpliquer, en 2013, pour savoir si ça avait un impact, comment les gens le récupéraient. A priori, les testeurs ont trouvé ça pas mauvais. Mais il y a juste un dernier élément à vous rappeler. Le coût du steak, c'est 250 000 € aujourd'hui. Et puis, ce qui vient de sortir, donc là, je vous reproduis une page du site Les Échos, journal français et d'économie, c'est que ça s'accélère. Il l'avait envisagé pour dans une quinzaine d'années ou une dizaine d'années, pour arriver à un niveau économiquement rentable. Là, ça s'accélère. Vous voyez, on est à 5 ans. On est à 5 ans. Donc, c'est plus totalement de la science-fiction. Mais donc, on a expliqué ce que c'était. Alors, même question pour les insectes. Est-ce que ça vous semble une solution? Une solution à quoi? Solution à la production de viande excessive. S'il y a une production excessive de viande, je répète, hein, il faut qu'on en mange moins, et puis il faut qu'on revoie nos modes de production, et puis qu'on essaie de court-circuiter un petit peu une partie de la transformation protéine végétale en protéine animale, d'une part. Le fond de ma réticence, il est plutôt sur le même registre que précédemment, c'est-à-dire que finalement, moi quand je mange un aliment, il faut qu'il ait du sens. C'est quoi cette viande? Elle vient de où? Moi je préfère manger, encore une fois, un bon morceau de viande qui vient d'un boucher que je connais, d'un éleveur que je connais ou que je ne connais pas, mais dont on m'a dit que, etc., et qui fait partie, voilà, qui est présenté, cuisiné, de sorte que je me régale, ça me rappelle ma grand-mère, ma mère, tout ce que vous voulez, de ce que vous aimez le plus dans la vie. Et puis, on n'est pas des mangeurs hors sol.
Donc si demain on nous dit, attendez, pas de problème pour la nutrition, il y a des tas d'Américains qui nous proposent ça depuis des années, mais pas de problème pour l'alimentation, une poche nutritive qui a tout ce qu'il faut. Mais attendez, mais pourquoi pas? Mais demain, allons à la pompe à distribution de nourriture, faisons-nous brancher directement en gastrostomie, comme on le fait pour les personnes qui sont en nutrition entérale permanente dans l'estomac, on n'aura plus de problème. Il suffira de, allez, un quart d'heure, un petit passage, c'est sympa, super agréable. Donc là, bien sûr, je caricature, mais voilà, le but, c'est pas, encore une fois, de manger des nutriments parce que il faudrait absolument qu'on mange des nutriments et des protéines. Le but, c'est quand même que notre alimentation, elle remplit sa triple fonction, que je répète toujours, qui est de nous nourrir, hein, nous apporter donc ce côté nourrissant. Je ferai le rapprochement avec la phrase du début de Trémolière, qu'elle nous réjouisse, hein, qu'elle nous apporte un plaisir gustatif, mais aussi, j'allais dire, affectif, et puis qu'elle nous réunisse. Hein. Et donc, quand cette triple fonction est assurée, nourrissante, appétante et coutumière, nourrir, réjouir, réunir, bien l'alimentation a rempli ses fonctions. Et je pense que c'est plutôt vers là qu'il faut aller, plutôt vers là. Bon, maintenant qu'on continue peut-être la recherche, hein, pourquoi pas, ou pour les astronautes quand ils partiront faire le tour de l'univers.